U.S. Commerce Secretary Howard Lutnick acknowledging today during a testimony to Congress that he met with Jeffrey Epstein twice after Epstein was convicted in 2008 of soliciting prostitution from a child. He previously claimed that he had cut ties with Epstein after 2005. Lutnick telling senators that he and his family had lunch with Epstein on his private island in 2012. He also acknowledged another hour-long engagement at Epstein's home in 2011, but he downplayed his relationship with Epstein during testimony. Lors de certaines audiences au Sénat, l'attention institutionnelle se détourne des questions administratives pour se concentrer sur des questions de cohérence publique, modifiant ainsi le niveau d'examen attendu et mettant en évidence des tensions qui dépassent le cadre de l'événement immédiat. Mardi matin, lors d'une audience tenue au Capitole des États-Unis, le secrétaire au commerce Howard Lutnick a comparu devant le Sénat pour fournir des éclaircissements qui ont rapidement dépassé l'ordre du jour administratif prévu et ont commencé à tourner autour des enregistrements contenus dans les dossiers Epstein. Ce qui avait commencé comme une session formelle de contrôle législatif a pris une tournure plus délicate lorsque les sénateurs ont posé des questions spécifiques sur les interactions passées entre le secrétaire et Jeffrey Epstein. En particulier, après des déclarations publiques antérieures dans lesquelles Lutnick avait affirmé avoir mis fin à tout contact dès 2005. Le changement d'orientation s'est produit dès les premières séries de questions. Les parlementaires patriots ont rappelé les interviews accordées par le secrétaire à la presse l'année précédente, dans lesquelles il avait décrit une seule rencontre sociale à New York comme suffisante pour se forger un jugement définitif et rompre toute relation. Cependant, des documents divulgués par la suite indiqueraient au moins d'autres références à des interactions au cours des années suivantes, notamment une visite sur l'île privée d'Epstein en décembre 2012. Face à cette divergence, le sénateur Chris Van Hollen a demandé au secrétaire de préciser s'il s'était effectivement rendu sur l'île à cette période, même après avoir déclaré publiquement qu'il n'avait eu aucun autre contact. Lutnick a répondu qu'il avait participé à un bref déjeuner sur l'île lors d'un voyage en famille, accompagné de sa femme, de ses enfants et de ses employés, et que son séjour avait duré environ 1 heure avant de retourner au bateau. Il a souligné qu'il n'y avait eu aucune circonstance inappropriée et a réitéré que ses relations avec Epstein ont été minimes au cours des 14 dernières années. Néanmoins, l'audience s'est moins concentrée sur le contenu isolé de chaque rencontre et davantage sur la cohérence entre les déclarations publiques antérieures et les registres désormais mentionnés dans le cadre officiel. Le débat s'est intensifié lorsque les sénateurs ont cité des références à des échanges de messages, à la coordination de rencontres et à d'éventuels événements sociaux après 2005. La question centrale n'était plus seulement la nature des interactions, mais aussi la précision narrative adoptée par le secrétaire pour décrire son historique de contact. Lors des audiences de contrôle, la crédibilité ne se mesure pas seulement par l'absence d'illégalité formelle, mais aussi par la cohérence entre ce qui a été dit publiquement et ce qui figure dans la documentation disponible. L'impact de l'épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. L'audience s'est inscrite dans un contexte politique plus large, dans lequel la libération des archives Epstein avait été présentée comme un engagement en faveur de la transparence institutionnelle. Confronté à des documents spécifiques, le secrétaire s'est retrouvé au centre d'une discussion qui ne concernait pas seulement la mémoire individuelle, mais aussi les normes de diligence éthique attendues des hauts fonctionnaires de l'exécutif. Au fur et à mesure que les questions se succédaient, il est devenu évident que le Sénat cherchait moins à établir des conclusions immédiates qu'à examiner la cohérence entre les versions publiques et la documentation officielle. Dans les milieux institutionnels, la divergence entre ces deux éléments tend à susciter des questions persistantes, indépendamment de l'existence d'accusations formelles. L'audience a donc constitué un tournant à partir duquel les récits antérieurs ont été réévalués à la lumière des documents désormais débattus publiquement. Pour ceux qui observent la dynamique entre l'exécutif et le législatif à Washington, des épisodes comme celui-ci révèlent comment le contrôle parlementaire peut modifier le cours d'un programme initialement technique. La compréhension de ces mouvements nécessite un suivi continu et une lecture contextualisée des faits, ce qui est essentiel pour comprendre comment des tensions ponctuelles s'inscrivent dans des schémas institutionnels plus larges. C'est dans ce contexte que l'audience s'est inscrite dans un débat plus large sur la transparence, la responsabilité politique et la portée du contrôle législatif sur les membres du cabinet présidentiel. La comparution d'un secrétaire d'État devant le Sénat n'est pas, en soi, inhabituelle. Ce qui a changé la donne, c'est la convergence entre les documents rendus publics
les promesses électorales relatives à la divulgation intégrale des archives Epstein et la nécessité d'apporter des éclaircissements officiels sur des documents qui semblaient contredire des déclarations antérieures. À partir de là, la discussion a cessé d'être strictement personnelle et a commencé à impliquer des mécanismes institutionnels. Le Sénat, dans l'exercice de sa fonction de contrôle, n'agit pas comme un tribunal pénal, mais comme une instance de contrôle politique. Cela signifie que la cohérence narrative d'un membre de l'exécutif peut faire l'objet d'un examen détaillé, même en l'absence d'accusations formelles. Cette convergence aide à comprendre pourquoi les sénateurs ont insisté sur des dates spécifiques, la nature des rencontres et la fréquence des contacts, traitant chaque détail comme un élément pertinent pour évaluer la crédibilité publique. Le poids de la promesse de transparence associée à la divulgation des archives Epstein est également entré en jeu. Au cours des derniers cycles électoraux, ce thème a été présenté comme un exemple d'engagement en faveur de l'ouverture institutionnelle. Lorsqu'un haut responsable apparaît à plusieurs reprises dans les registres rendus publics, même sans accusation directe d'irrégularité, l'épisode prend une dimension systémique. Le débat passe du comportement individuel à la cohérence entre le discours politique et la pratique administrative. L'audience a révélé un autre aspect du fonctionnement institutionnel. Les sénateurs de différents partis ont adopté des approches distinctes, certains se concentrant exclusivement sur les interactions avec Epstein, d'autres élargissant le champ d'examen pour examiner la maîtrise technique du secrétaire dans les domaines relevant de sa responsabilité, tels que les données économiques et les indicateurs sociaux. Cette extension n'est pas le fruit du hasard. Dans des environnements soumis à un examen minutieux, l'évaluation des compétences administratives et l'analyse de la crédibilité personnelle ont tendance à se chevaucher, créant ainsi un scénario dans lequel la performance globale lors de l'audience influence la perception du public. Cette convergence entre les questions éthiques et techniques renforce la logique des freins et contrepoids prévus dans le système constitutionnel américain. Le pouvoir législatif ne se contente pas d'approuver les lois, il suit également la mise en œuvre des politiques et examine la conduite des autorités. Lorsque des documents contredisent, même partiellement, les versions publiques précédentes, l'espace institutionnel pour les éclaircissements se déplace naturellement vers des audiences formelles. Il existe également un élément temporel important. Une partie des interactions mentionnées aurait eu lieu après la condamnation d'Epstein en 2008, ce qui ajoute une couche de sensibilité au débat. C'est sur ce point que l'analyse institutionnelle devient plus complexe. Il ne s'agit pas seulement de quantifier les rencontres, mais de comprendre le contexte dans lequel elles ont eu lieu et comment elles ont été décrites par la suite. La divergence entre l'affirmation d'une rupture totale et l'existence de contacts ultérieurs est devenue l'axe structurant de l'audience. Pour les observateurs attentifs à la dynamique de Washington, des épisodes comme celui-ci illustrent comment des documents, divulgués tardivement, peuvent vite reconfigurer des récits consolidés. L'effet est rarement immédiat ou concluant, mais la simple existence d'incohérences perçues suffit à maintenir le sujet dans la sphère politique. Il est essentiel de suivre ces couches successives de contexte et d'implication pour comprendre comment les événements individuels s'inscrivent dans des schémas institutionnels plus larges. Et c'est précisément cette lecture continue et contextualisée qui guide les analyses approfondies sur le fonctionnement du système. Au stade actuel de la controverse, les analyses continuent d'être organisées en courants distincts qui révèlent des compréhensions variées du devoir public et de la cohérence institutionnelle. Comme l'indiquent les documents rendus publics, il existe des références à des réunions et à des communications qui ont eu lieu après 2005, mais le sens attribué à ces mentions reste ouvert. Pour certains experts en droit et consultants législatifs, la question essentielle ne réside pas dans le décompte précis des interactions, mais dans la divergence entre l'affirmation publique d'une rupture totale et la preuve documentaire de contacts ultérieurs, même sporadiques. Dans cette perspective, la confiance institutionnelle est liée à l'exactitude absolue lorsque les autorités rapportent des épisodes de leur propre parcours. D'autres interprètes font valoir que des contacts occasionnels, en particulier dans des environnements sociaux et professionnels restreints comme ceux de Manhattan, ne caractérisent pas nécessairement une relation active ou continue. Les analystes soulignent que les déclarations catégoriques faites lors d'entretiens peuvent simplifier des réalités complexes, créant des incohérences apparentes lorsqu'elles sont confrontées à des registres formels comprenant des messages électroniques, des invitations ou des rencontres ponctuelles. Le débat, en ce sens, se déplace vers la définition objective de ce qui constitue une rupture effective et vers la distinction
entre une cohabitation circonstancielle et un lien substantiel. Un aspect supplémentaire concerne le cadre temporel de ces interactions. Une partie des références citées se situe après la condamnation d'Epstein en 2008, ce qui élargit l'examen sous l'angle éthique. Néanmoins, aucun consensus n'a été trouvé sur l'interprétation appropriée de ces rencontres dans le contexte présenté par le secrétaire, qui a souligné la présence de membres de la famille, la brièveté des visites et l'absence de tout comportement inapproprié observé par lui. L'évaluation publique dépend dans une large mesure de la manière dont différents segments interprètent la combinaison des enregistrements objectifs et des explications fournies. La discussion touche également à une dimension structurelle du système américain. Les audiences législatives ne donnent pas lieu à des décisions judiciaires, mais contribuent à façonner les discours politiques et à influencer les perceptions collectives. Lorsque des divergences entre des déclarations passées et des documents officiels apparaissent dans un environnement institutionnel formel, leurs effets ont tendance à se prolonger, en particulier si de nouveaux enregistrements sont analysés ou réinterprétés. Les experts estiment que la durée de la controverse dépendra moins de l'intensité initiale des sessions que de la présentation éventuelle d'informations supplémentaires, clarifiant ou confirmant les incohérences signalées. Il existe également une composante politique plus large. Dans un contexte marqué par une polarisation accentuée, les épisodes impliquant des hauts responsables s'inscrivent rapidement dans des débats narratifs plus larges sur la transparence et la responsabilité. Cependant, selon les observateurs du fonctionnement institutionnel, la consolidation d'une interprétation prédominante exige plus que des affrontements rhétoriques. Elle exige une documentation cohérente, une clarté chronologique et une stabilité dans la version présentée au fil du temps. À ce jour, il n'y a pas eu de délibération formelle sur les conséquences administratives ou politiques possibles découlant de l'audience. On observe un processus en cours dans lequel les commissions peuvent demander des informations supplémentaires tandis que la presse continue d'examiner les documents divulgués. Le système fonctionne de manière progressive, accumulant des éléments avant toute prise de position définitive. La discussion étant toujours ouverte et de nouvelles analyses pouvant apparaître. Il est essentiel de comprendre le fonctionnement de ces mécanismes institutionnels pour évaluer la portée réelle de l'épisode. C'est en suivant attentivement les développements, en examinant les documents et en observant les réponses officielles, que l'on peut comprendre comment le système absorbe, traite et redéfinit les controverses de cette nature au fil du temps.